Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Secteur informel, contrebande, fraude fiscale, fraude de facture, réexportation du riz et autres produits manufacturés, commerce de véhicules d'occasion, une corbeille de terminologie qui résume ainsi les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Mais cette relation commerciale est parfois mise en difficulté à cause des problèmes politiques. On évoque du côté du Nigeria le non-respect de certaines règles établies. Du côté béninois, on reproche aux géants de l'Est sa condescendance. Les populations de part et d'autre, et surtout les commerçants directement concernés, en souffrent. Le sujet nous intéresse et nous avons décidé d'en parler avec Eudorsi Bessan. Elle est économiste, enseignante-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, chercheur associé au laboratoire d'économie publique de l'UAC, spécialiste du commerce international. Eudorsi Bessan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Que représentent aujourd'hui les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria après la fermeture des frontières? Les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria sont très dynamiques, autant sur le plan formel que sur le plan informel, et représentent environ, surtout sur le plan informel, environ 20% d'accord, du PIB. Le commerce entre le Bénin et le Nigeria, après la fermeture, a vraiment pesé sur le commerce entre ces deux pays-là. On parle d'une baisse d'accord des exportations et des importations, mais une baisse plus prononcée des exportations d'environ 32%, d'accord, comparativement à l'année 2018 ou l'année 2019. Vous remarquez seulement pour la première année de la fermeture, donc l'année 2019, quand on compare les chiffres, d'accord, les flux commerciaux à l'année 2018, on remarque une baisse de 32%. Les derniers chiffres ne sont pas encore disponibles selon l'INSAE. Quand on prend les flux d'importation, cette baisse-là est d'environ 20%. D'accord, comparativement à l'année 2018. Donc, si on doit évaluer cette perte-là sur plus d'un an de fermeture des frontières, les effets sont vraiment pesants pour l'économie béninoise qui est fortement dépendante du voisin nigérien. Vous n'êtes pas sans savoir que si les échanges commerciaux prennent un coup, il va de soi que nos recettes fiscales aussi prennent un coup. Donc, cela pèse sur l'économie, en gros. Alors, nous allons, en faisant l'état des lieux, évidemment, nous sommes dans une période de fermeture de frontières et donc en faisant l'état des lieux, vous parlez en même temps des impacts de la fermeture des frontières. Mais quels sont les secteurs qui sont les plus touchés? Les secteurs qui sont les plus touchés, c'est justement le secteur du commerce, d'accord? Le secteur du commerce, plus principalement la question des produits agricoles. Il y a des produits, le Bénin, le Nigeria échangent fortement en produits agricoles, bien sûr dans l'informel. Il y a le secteur de la réexportation aussi qui est touché, la réexportation surtout des voitures d'occasion, la réexportation aussi du riz qui a été fortement touché, et puis plein d'autres produits alimentaires qui ont été fortement touchés. On aurait bien voulu évoquer au niveau de chacun de ces secteurs-là ce qui se passe, mais nous n'avons pas assez de temps. Alors, je reviens sur un sujet qui m'intéresse beaucoup. Dans une interview que vous aviez accordée à nos confrères d'une presse en ligne, vous avez évoqué le rôle de soupape que joue le secteur informel que le Bénin entretient avec le Nigeria pour l'économie. Que doit-on comprendre? Ici, il faut comprendre que notre économie, l'économie béninoise, est fortement informelle. Elle représente environ 90% de création d'emplois. Or, les échanges justement entre le Bénin et le Nigeria sont aussi fortement informels. Le Nigeria est le premier partenaire commercial dans l'informel avec le Bénin. Selon l'évaluation, une enquête que l'INSAE avait faite en 2010-2011, qui a été renouvelée en 2015-2016, et qui montre que le Nigeria est échange fortement avec le Bénin. Nous parlons de l'ordre de milliards de francs de flux échangés qui échappent à ces deux pays-là. Donc, lorsque ce secteur-là est frappé, mais lorsqu'il y a une fermeture des frontières, remarquez en même temps qu'il y a destruction de l'emploi. Ces emplois dans l'informel sont bien sûr des emplois qui ne sont pas des emplois décents, mais qui sont des emplois qui ne sont pas forcément qualifiés, ce qui fait que dès qu'il y a fermeture, dès qu'il y a
restrictions. Dès qu'il y a un problème avec le Nigeria, le Bénin en souffre, surtout au niveau de l'emploi, puisque le secteur informel est vraiment pourvoyeur d'emploi. Voilà. Et donc, je reviens là-dessus rapidement. Dans l'étude, vous aviez fait comprendre, ou dans votre interview aussi, vous avez fait comprendre que s'il y a un problème, c'est que nous risquons d'avoir tous ceux-là qui travaillent sur le secteur informel et sur le marché d'emploi, ce qui peut grossir le nombre de chômeurs. Bien sûr, oui. Alors, à part ce problème, nous avons un autre gros problème que vous avez relevé dans une de vos études que vous avez publiée avec le professeur Charles Maingué et le professeur Anissatou Alastair. Oui. Dans cette étude, vous parlez de la pratique de la fraude sur facture qui fait perdre assez de sous au Bénin. Qu'en est-il en réalité? Les fraudes sur facture, au fait, c'est une forme de transaction illégale. Quand on parle de transaction illégale, c'est toute pratique du commerce qui échappe aux autorités officielles. Donc, les fraudes sur facture, c'est le camouflage du commerce à partir du commerce légal. Est-ce que vous suivez? Le fait est que les marchandises passent par les postes de contrôle légaux, oui, mais ils sont sous-déclarés ou sur-déclarés. Okay. Soit en quantité, soit en valeur, ce qui occasionne d'accord une perte de recettes fiscales pour l'État. Ça baisse ce que l'État devrait normalement percevoir sur ces produits. Bien sûr, ça baisse, ce qui concourt vraiment à un déficit au niveau de la collecte des recettes fiscales au niveau du Bénin. Et nous avons effectivement fait une étude là-dessus et nous avons évalué environ près de 100 milliards de francs CFA en moyenne sur la période de 2000 à 2017, les flux de fraude sur facture qui échappent aux autorités béninoises. Ici, mes souvenirs sont bons. En juillet 2016, le ministre des Finances devant le corps diplomatique disait que les échanges entre le Bénin et le Nigeria font à peu près le tiers des recettes de l'État béninois. Effectivement. Vous confirmez? Oui, effectivement. Parce que nous, par exemple, l'estimation sommaire qu'avait donnée le ministre de l'économie lors de la fermeture des frontières évaluée à près de 50 milliards en seulement en une laps de temps de 6 mois, les pertes de recettes fiscales. C'est pour montrer un tant soit peu vraiment notre dépendance vis-à-vis de cette économie. C'est pourquoi des auteurs comme Anissatou Babatunde avaient fait une étude sur les potentialités d'échange entre le Bénin et le Nigeria en 2017 et avaient suggéré comme solution de vraiment désarmer notre économie de l'économie nigériane. Désarmer, ne pas dire couper les ponts, ni encore couper le cordon entre le Bénin et le Nigeria. Nous sommes voisins, la proximité est là. Nous devons trouver une autre manière de profiter de cette proximité-là. Justement, quelles sont les manières que nous pouvons avoir pour profiter? Je pense par exemple à ce que, au lieu de parler de production, qu'on parle beaucoup plus de services. Parce que nous ne pouvons pas faire des productions de manière à pouvoir satisfaire le géant d'à côté. Mais les services peuvent nous rentabiliser, on peut rentabiliser beaucoup plus les services. Je ne sais pas si ça fait partie des solutions, mais entre autres, quelles sont les solutions pour désarmer, comme vous le dites, notre économie de l'économie nigériane? Vous savez, la structure du PIB du Bénin montre que le commerce représente près de 13% du PIB, ce qui montre que le commerce est vraiment prépondérant. Donc le service même, le secteur tertiaire, donc le service en lui-même représente vraiment une part prépondérante du PIB. Ce qui fait de notre économie une économie dominée parce que le secteur tertiaire, le secteur des services n'est pas producteur de valeur ajoutée ni de valeur ou de richesse. La création de richesse du secteur service est vraiment, du secteur tertiaire est vraiment limitée. Ce qui propulse une économie, ce qui stimule une économie, c'est la transformation, donc le développement des industries. On gagnerait à échanger avec le Nigeria si on prend le temps de diversifier nos exportations, si on prend le temps de transformer notre économie avant de transformer les produits que nous exportons vers le Nigeria ou de produire localement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des mesures prises par le Nigeria pour encourager les échanges entre les deux pays était d'accepter les produits béninois made in Bénin. Ils n'ont rien contre cela. Mais avec le système de NAFGAT, je crois que ça doit être le nom, oui. Avec le système de NAFGAT, c'est pas toujours facile. Oui, c'est pas toujours facile, mais ça reste déjà un début. Ils sont d'accord pour accepter nos produits si nos produits sont produits à partir
de nos propres matières premières. Ça ne sera pas peut-être prendre parti que de dire que c'est normal quand même de protéger son économie parce que le Nigeria représente ou bien fait partie des rares économies en Afrique qui a un secteur industriel développé. Bien sûr embryonnaire, mais qui reste quand même développé comparativement aux autres pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, de fait que la production locale est embryonnaire, ils ont quand même le pouvoir ou même l'obligation de pouvoir protéger cette production-là. Vous allez remarquer que l'intégration du Nigeria, d'accord, dans la zone de libre-échange continentale africaine a pris du temps. C'était l'une de leurs conditions. L'une de leurs conditions, c'était la clause d'origine, les règles d'origine. Ils exigent que, je pense que ça doit être la condition qui a été acceptée, ils exigent que les produits qui seront échangés entre les pays soient composés de 50% de produits venant au moins 50% de produits venant de l'Afrique et non des autres pays. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir ces frontières si nos produits nos marchés sont envahis par des produits importés d'Asie ou encore d'Europe. Alors actuellement, nous sommes dans un processus de réouverture des frontières. Sur papier, on a annoncé la réouverture des frontières, ce n'est pas encore exact. Mais si éventuellement, après toutes ces difficultés que nous avons connues, après la fermeture des frontières, si éventuellement on ouvre les frontières, est-ce qu'il y aura un impact particulier sur l'économie béninoise? Bien sûr qu'il y aura un impact particulier sur l'économie béninoise. Déjà que les estimations, ne serait-ce que de 2019, montrent vraiment une régression. Cette régression remarquante, les échanges bilatéraux entre le Bénin et le Nigeria, a eu un impact sur le commerce général du Bénin d'environ 5% lorsqu'il s'agit des importations et 8% lorsqu'il s'agit des exportations. Voyons déjà la structure de nos exportations qui est vraiment étroite. Vous remarquez qu'une réduction de seulement 8% n'est pas sans conséquence sur l'économie, vu que notre politique économique est basée essentiellement sur les recettes fiscales. Donc, un effet sur ce facteur-là pose vraiment de problèmes et remet en cause toute la politique économique de l'État. La réouverture des frontières du Nigeria et le Bénin est vraiment une opportunité, c'est un souffle au fait que cela va redonner à l'économie béninoise, parce que qu'on le veut ou non, notre dépendance envers le Nigeria reste vraiment palpable. Beaucoup de commerçants échangent avec le Nigeria et importent du Nigeria, surtout les produits bureautiques ou bien informatiques. Ils importent beaucoup du Nigeria. Et ce ralentissement, cette fermeture de la frontière fait qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de populations qui se sont retrouvées avec un ralentissement de leur économie, créant un chômage ou une destruction de l'emploi et donc une réduction du revenu. Vous serez d'accord avec moi que l'ouverture va un temps soit peu redynamiser notre économie, donc augmenter les échanges. Donc, s'il y a augmentation des échanges, il y a un dynamiseur de l'activité économique, création de l'emploi. Donc, qui parle de création d'emploi, parle d'augmentation de revenus, donc d'amélioration du niveau de vie des Béninois. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre économie vraiment dépend du géant nigérien. Nous allons parler d'un élément très important dont on a souvent évoqué lorsqu'on parle du commerce avec le Nigeria. Je parle du commerce de l'essence qu'on appelle essence frelatée. Il faut déjà préciser que ce commerce fait 80%, où nous consommons 80% de l'essence que nous consommons au Bénin, 80% de l'essence que nous consommons au Bénin vient plutôt du Nigeria, et nous profitons largement de la subvention de l'État nigérien sur l'essence à la pompe. Alors, quelle est la place, et lorsque je parle de place, quelle est la place de l'essence frelatée dans l'économie béninoise? Et quand je parle de la place, je parle de gain et je parle de perte. La question a été vraiment débattue, notamment par le laboratoire du professeur Higué, sur les effets que pourrait avoir la contrebande de l'essence sur l'économie béninoise, plus particulièrement sur le bien-être. Parce que en ce qui concerne les recettes fiscales, on est d'accord que lorsqu'il y a continuellement des normes, des règles, cela joue donc de façon négativement sur les recettes fiscales. Mais par contre, sur le bien-être, leur étude avait montré que cela pourrait augmenter le bien-être du moment où il y a une augmentation du pouvoir d'achat vis-à-vis de ce prix-là. Parce que le commerce de l'essence frelatée existe pourquoi? Pour deux raisons. L'écart des prix.
L'écart des prix non seulement entre nos stations formelles et nos stations informelles, les stations paillons. Il y a un écart de prix qui est là, qui nourrit d'accord le développement de ce commerce. Et il y a l'écart de prix entre le Bénin lui-même et le Nigeria, compte tenu de la subvention que les produits pétroliers bénéficient dans ce pays-là. Dans ce cas-là, la théorie économique dit quoi? Que tout écart, donc lorsqu'il y aura un écart vraiment prononcé entre le prix formel et le prix informel, cela encouragera l'individu qui est un agent homo economicus, donc recherchant son intérêt à vouloir maximiser, donc à aller sur le marché pour lequel le prix est vraiment le plus intéressant pour lui, le plus favorable pour lui. Or, donc, partant de la question quantitative, ils ont trouvé que cela avait un effet positif sur le niveau de bien-être. Quand je parle d'écart de prix, pour donner un chiffre par exemple, l'écart de prix a vraiment évolué. C'était entre 200 francs et dans les années 2004-2006, de 200 à 150 francs sur le litre d'essence. Et aujourd'hui, cet écart-là est réduit. Cet écart est fortement réduit. En 2017, par exemple, il était d'environ 50-115 francs. Aujourd'hui, c'est presque environ 5 francs d'écart de prix de l'essence, ne serait-ce que de l'essence. Mais ça, c'est le prix officiel que c'est le prix. Sinon, voilà. En réalité, lorsque vous allez vers eux, vous avez moins que ça. Oui, c'est des réalités. Voilà. Mais pour rester sur des données formelles, on remarque quand même qu'il y a un léger écart. Et c'est normalement cette réduction d'écart de prix-là devait encourager d'accord l'augmentation de la consommation de produits formels. Mais il y a un problème. Il y a un problème en ce que on ne remarque pas tout de suite l'augmentation des produits de l'essence des stations formelles, parce qu'au-delà de la question du prix, il y a des questions structurelles comme la proximité des stations d'essence. Oui. Il y a le problème d'approvisionnement. Vous êtes au Bénin, vous savez qu'il y a eu un moment où nos stations ne sont pas approvisionnées, et c'était vraiment compliqué. Donc même si l'individu était disposé à acheter à la pompe, parce que ces contraintes-là étaient là, il était obligé d'aller vers le contrebandier. Et je me réjouis de voir qu'il y a vraiment un effort qui est fait dans ce sens-là. Lorsqu'on remarque dans nos villes aujourd'hui, ne serait-ce que nos villes les plus importantes, la construction de stations-service qui sont un temps soit peu permettra d'accord de réduire cette dépendance-là, ou même cette consommation-là qui ne fait pas du bien non seulement à nos recettes fiscales, mais aussi à l'individu. Pourquoi, quand je dis ça, ça peut vous étonner, mais nous avons fait... Non, ça ne m'étonne pas, je vous suis. Nous avons fait un travail dans le cadre de notre thèse qui a essayé, au-delà du prix, au-delà de considérer le prix comme facteur incitatif, de considérer les risques qu'induisent la consommation de produits pétroliers. Quand le commerçant de pailleur est là, manipule le produit, alors qu'on sait que ce produit est censé être dangereux pour la santé, il y a un risque qui est là, qui peut-être ne peut pas être mesuré à court terme, mais à long terme, il y a des problèmes de santé qui peuvent se révéler graves. Il y a une étude du ministère de l'économie, le ministère de l'énergie qui avait été fait en 2006. Déjà en 2006, on remarquait qu'il y avait des cas de problèmes respiratoires graves, des gens qui sont exposés continuellement à ce produit-là, avec des problèmes de santé, soit eux, soit leurs enfants, ou soit les enfants même dans le sein de leur mère, puisqu'il y a des femmes enceintes qui se donnent à ce travail-là. Donc en prenant en compte ce facteur risque sanitaire-là, cela conduit à recalculer le niveau de bien-être, et on remarque que même la consommation de ce bien-là n'est pas forcément bénéfique pour l'individu, parce que cela réduit son bien-être lorsque un certain nombre de risques est pris en compte. Pour en rajouter même à ce que vous dites, je crois qu'il y avait un article scientifique du professeur Alain Sator toujours, et qui aurait révélé que le commerce de l'essence frelatée par voie fluviale a contribué à arrêter le commerce des crevettes vers l'Europe, où le Bénin était le 3e exportateur vers l'Europe de crevettes. On a dû arrêter, l'Union européenne aussi a arrêté, parce qu'on a constaté que nos eaux sont infectées ou toxiques. Et ceci, le transport du carburant par les cours d'eau a contribué à ça. Mais lorsqu'on laisse ça, vous avez évoqué
le rôle de soupape, c'est-à-dire que si le commerce n'était pas là, on aurait eu beaucoup de chômeurs. Et je ramène ce rôle-là au niveau du commerce de l'essence frelatée et je vous demande, entre avoir beaucoup de chômeurs et pouvoir avoir des gains pour l'économie et pour l'environnement, qu'est-ce que l'État devrait préférer normalement? Avant de répondre à cette question, ce qu'il faut savoir est que sur la question de l'emploi, du marché de l'emploi au Bénin, le Bénin n'a pas de problème de chômage. À raison, on a un taux de chômage d'environ 2%. Bien sûr, ça je sais. Mais voilà, le problème c'est le sous-emploi. Le sous-emploi. Mais le sous-emploi, en réalité, c'est un problème d'emploi. C'est-à-dire que pour être juste, le sous-emploi, on doit pouvoir parler, en parlant de chômage au Bénin, on doit pouvoir faire le taux de chômage plus le taux de sous-emploi et dire voilà le taux de chômage. Parce que celui qui est sous-employé, même si dans les faits ou concrètement il n'est pas, même si dans les commandes, même si sur le papier voilà, il n'est pas en manque d'emploi, mais c'est comme si concrètement il n'a pas d'emploi parce que ça ne lui permet pas de vivre et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de sous-emploi. Oui, la question de sous-emploi, c'est vrai qu'on peut voir ça sur deux aspects, la question du revenu et la question du temps travaillé. Parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même une corrélation entre le temps travaillé et ce que vous allez gagner. Donc du coup, si la personne est disposée à travailler, qu'il ne trouve pas l'opportunité de travailler, cela aura un impact sur son revenu qu'il gagne, donc sur son bien-être. Au-delà de ces deux questions-là, il y a des questions un peu plus générales qui est l'existence de contrats, donc la fragilité même du caractère de l'emploi. Maintenant, qu'est-ce que l'emploi selon l'OIT? C'est quelqu'un qui est en activité. Oui, laissez la définition de l'OIT. Laissez la définition de l'OIT. Non, mais il faut partir de quelque part, monsieur le journaliste. La définition de l'OIT ne donne pas à manger aux gens. Nous, on parle de ce que le gars fait, qui lui donne à manger et de manière décente. C'est de ça qu'on nous parle. Bien sûr, de manière décente. Au fait, le problème du sous-emploi n'est pas seulement un problème du Bénin. C'est un problème de la sous-région. Au Niger, c'est encore pire. J'en conviens. Maintenant, nous sommes dans le cas spécifique du Bénin où nous parlons de la contrebande qui essaie de prendre beaucoup de personnes en charge. Oui. Est-ce que l'État doit laisser ça vous dire, bon, aller en chômage parce que ça me permet pas de gagner beaucoup d'argent, ou je conçois que le problème environnemental est un gros problème qu'il faut régler, mais mis à part, lorsque nous laissons le problème environnemental entre le chômage et faire des gains pour l'État, qu'est-ce que nous devons choisir ou qu'est-ce que l'État béninois doit choisir? Non, le choix n'est pas aussi direct. Ok. Le choix n'est pas aussi direct. Mais vous qui êtes économiste, expliquez-nous. Voilà, le choix n'est pas aussi direct. Au fait, la complexité du problème fait que l'État, pour pouvoir résoudre ce problème-là, doit aller pas à pas. Ce que nous proposons, c'est quoi? Un programme graduel, vraiment de désengagement ou même de coupure de cordon entre l'économie béninoise ou encore plus précisément entre la dépendance vis-à-vis du secteur informel de dans ce programme, donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est de pouvoir réveiller un tant soit peu le patriotisme même du Béninois, sensibiliser sur les dangers, ne serait-ce que de l'utilisation de ces biens-là. Et au-delà de cela, d'accord, trouver des plans B pour ceux-là qui se sont adonnés à cette activité-là, comme les réorienter, d'autres secteurs principalement. Oui, non, même pas, même au-delà de la transformation, il y a nos terres qui existent. Il y a des terres agricoles qui sont là, qui ne sont pas encore exploitées. On a plein de potentialités. On n'a plus assez de temps. Nous allons rester toujours au niveau de l'interdépendance entre l'économie béninoise et l'économie nigériane. Je voudrais vous demander juste ceci. Dans un rapport publié en janvier 2016, les services du FMI ont déclaré que lorsque la croissance économique baisse de 1% au Nigeria, ça baisse de 0,3% au Bénin. Est-ce que c'est un problème? Et si c'est un problème, quelle serait la solution? En quelques secondes, parce qu'on n'a plus assez de temps. Oui, c'est un problème, parce que ça engage, au-delà du problème économique, ça engage la souveraineté de l'État béninois même. On ne peut pas être aussi dépendant d'une économie comme le Nigeria, grande soit-elle. Il faudrait que le Bénin assume son indépendance, aussi bien démocratique qu'économique. Maintenant, ce qu'il faut préconiser, c'est que le Bénin puisse aller vraiment vers une restructuration de son économie, revoir la structure de son économie, aller vers la transformation de nos produits, parce qu'on a vraiment de potentialités avec le programme d'action du gouvernement, le développement des pôles agricoles font que vraiment on a de potentialités au Bénin, mais ces potentialités ne sont pas utilisées à bon escient, mais de façon efficiente. Il faut alors que l'État réorganise, mette en place des politiques économiques pouvant redynamiser le secteur industriel qui souffre aujourd'hui
énormément au Bénin. Merci pour cette solution, Edorsi Bessa. Une fois encore, merci. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de commerce international, chercheur associé au laboratoire d'économie publique, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG. Avec vous, nous avons parlé des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Il a été aussi question de la fermeture, de la réouverture des frontières entre les deux pays. Merci et à la prochaine. Merci à vous, monsieur le journaliste.